Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce nouveau numéro de l'Échiquier international. Nous parlerons ce soir de l'avis de la CIJ, la Cour internationale de justice, qui vient d'être prononcée. Elle juge simplement et bonnement l'entité sioniste d'être illégale dans son occupation des territoires palestiniens. L'avis consultatif de la CIJ marquera de cette manière un tournant décisif dans l'application du droit international à l'égard de l'entité sioniste. Nous allons voir dans un petit instant les développements de cet avis. Alors pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir nos deux invités. D'abord pour commencer, Maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon, mais également avocat en charge du dossier palestinien auprès de la CPI. Maître Devers, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et bien sûr, Bertrand Heilbronn, président de l'association France-Palestine Solidarité. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis président d'honneur, c'est-à-dire ancien président. Je ne suis pas président actuel. Oui, très bien. Donc, ancien président. Merci d'être avec nous. Messieurs, je vous propose, avant d'entamer ou de rentrer dans le vif du sujet tout de suite, de voir ensemble ce sujet signé Safwan Ben Sabri et on revient au débat. C'est un verdict historique et une victoire de plus pour la cause palestinienne. La Cour internationale de justice, plus haute juridiction des Nations Unies, a rendu son avis consultatif sur la politique coloniale israélienne en Palestine occupée. Elle déclare ce qui suit. La présence continue d'Israël dans les territoires palestiniens occupés est illicite. Israël est dans l'obligation de mettre fin à sa présence illicite dans les territoires palestiniens occupés dans les plus brefs délais. Israël est aussi dans l'obligation de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation et d'évacuer tous les colons du territoire palestinien occupé. Israël a l'obligation de réparer le préjudice causé à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans les territoires palestiniens occupés. L'avis rendu par l'organe judiciaire de l'ONU n'est pas contraignant, mais pourrait accroître la pression juridique croissante sur l'entité sioniste concernant son génocide dans la bande de Gaza. Ce procès sans précédent dans lequel une cinquantaine d'États ont donné leur témoignage n'est pas à confondre avec le procès intenté par l'Afrique du Sud devant la même cour dans laquelle il a accusé l'entité sioniste de commettre un génocide à Gaza. Les verdicts de la Cour internationale de justice basée à La Haye renforce ainsi l'isolement diplomatique et politique de l'entité sioniste. Voilà donc, comme on vient de l'entendre, pour commencer, Maître Gilles Devers. Alors, la décision, la Cour de justice internationale vient de donner donc son avis qualifié d'historique. Pourquoi doit-on le qualifier d'abord d'historique? Et puis, surtout cet avis qui donc juge illégale l'occupation par l'entité sioniste des territoires occupés palestiniens. Qu'est-ce que cela veut dire sur le terrain, de manière plus pragmatique? Oui, alors écoutez, le mot historique pour des événements ou des décisions, on est habitué, et puis le lendemain, l'histoire elle est déjà passée. Là, ça ne sera pas le cas. Oui. Et le premier motif, et il faut d'ailleurs à ce titre-là féliciter, mais en même temps secouer amicalement la direction palestinienne, c'est que dès qu'ils vont en justice, ils remportent des succès, donc pourquoi ils ne le font pas plus vu que c'est historique, parce que si on cherche, le seul précédent qu'on trouve, c'était 2004 sur le mur, et donc on laisse comme cela une période de 20 ans sans saisir la justice. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont pas. Et le prétexte qui était donné, c'était on a des accords d'Oslo, et l'argument est balayé par la Cour en 5 minutes en disant les accords d'Oslo n'empêchent pas l'application de la protection par la 4e Convention de Genève à l'ensemble des territoires. Donc la première dimension, c'est de dire aux Palestiniens globalement, trouvez les moyens, saisissez-vous du droit international, sortez de ce bilatéralisme empoisonné que sont les accords d'Oslo qu'il faut jeter à la poubelle et puis repartez sur le droit international en tant que sujet. Et vous obtiendrez d'autres victoires. Voilà. Alors après, ce qui est remarquable, c'est que tout ce qu'on lit dans la Cour, ben, j'allais dire, c'est un tract de l'association France-Palestine Solidarité où tout est expliqué, mais on vous disait, mais on peut pas bien te croire parce que toi, quand même, tu es sympathisant de la cause, t'es favorable, t'es un peu aveuglé, mais là, non, c'est le droit.
Voilà, donc c'est un travail remarquable qui a été fait. Il y a 80 pages. J'en ai lu une bonne part, mais je ne vais pas vous dire que je l'ai étudié. Ça va nécessiter un travail important. Et on balaye tout. Tout est vu, tout est analysé pour conclure que finalement, il faut partir, il faut indemniser. Et qu'en l'état actuel, c'est une situation d'apartheid. Donc voilà. Après, dire que le débat palestinien, mais pour une part, il est clos. Voilà, vous avez Oui. nombre de pseudo-intellectuels et les plateaux européens, hélas, en sont cafis de gens qui viennent et qui déblatèrent n'importe quoi. Bon, mais maintenant, c'est fini, il n'y a plus de débat, la justice s'est prononcée. Alors là où je fais une petite réserve par rapport à la présentation, c'est que c'est pas contraignant. Oui, c'est un avis. Donc, un Oui. avis, il n'est pas contraignant, mais en pratique, il est contraignant à 100%, parce qu'il est bien dit à la fin qu'est-ce que les États doivent en faire. Et les États ne doivent pas reconnaître un fait national illicite et doivent le combattre. Donc, vous avez des pays qui ont des visions simples et logiques. Évidemment, vu qu'on est habité par l'Algérie, on peut en parler. Vous n'avez pas besoin de rappeler votre ambassadeur. Mais il y a d'autres pays, c'est plus compliqué. Maintenant, c'est plus compliqué. Il faut qu'ils se mettent au goût du jour. Tout est dit. Et il y a notamment un gros challenge pour l'Union européenne, vu qu'il est dit qu'il ne peut plus y avoir de commerce avec les entreprises et les structures qui sont dans les territoires occupés. Donc, on a du pain sur la planche. Il y a beaucoup à faire. Mais il ne faut pas donner le sentiment que c'est un avis décoratif, c'est un arrêt qui maintenant est au centre de la table, et il faut que tous les Palestiniens s'en saisissent et qu'ils amènent les États de manière contraignante à l'appliquer, vu que on va faire un procès devant le Conseil d'État en France, la Cour de cassation ou la Cour de Karlsruhe ou l'audience espagnole et l'audience nationale en Espagne. On leur dira à la Cour, elle a jugé ça sur 80 pages, qu'est-ce que vous voulez que fasse le juge français, le juge allemand, le juge espagnol? Il dira, je m'aligne. Et pourquoi tu t'alignes? Parce que la CIJ, c'est la plus importante des juridictions. Oui. Donc il y a vraiment une nouvelle page qui est ouverte à condition que les Palestiniens en fassent quelque chose, que ce ne soit pas le même drame que quand c'était, je parle bien de drame, que quand c'était pour la vie sur le mur, où à la fin la Cour avait dit, voilà ce qu'il faut faire, et rien n'avait été fait, et ensuite on se met à vomir sur la juridiction internationale qui est impuissante. Maintenant, il est bien clair, voilà ce qu'il y a à faire, ça concerne la direction palestinienne, ça concerne les États, tout le monde doit remonter les manches et à faire appliquer cette décision. Au fait, est-ce que vous pensez, justement, Bernard Heilbronn, que finalement, ces décisions des cours, que ce soit la Cour pénale de justice, la Cour internationale de justice ou la Cour pénale, doivent être suivies ou être relayées justement par les Palestiniens, comme disait Gilles Devers, eux-mêmes, c'est-à-dire les autorités palestiniennes, doivent justement relayer ce genre d'avis qui ne sont pas contraignants, mais qui peuvent l'être, puisque de toute façon, c'est un texte qui est fait pour justement contraindre l'entité sioniste à se conformer au droit international. Alors en fait, je crois que votre présentation le disait assez bien, mais je pense qu'il faut vraiment enfoncer le clou. Je pense que le public peut être un petit peu perdu. Les ordonnances de la Cour internationale de justice du 26 janvier, puis ensuite celles qui les ont complétées, c'était des ordonnances qui étaient impératives, c'est-à-dire que derrière, il y avait effectivement l'obligation des États à ne pas, à tout faire pour empêcher un génocide très probable en cours, enfin très probable au sens de la Cour internationale de justice et certains de notre part. Et donc, il y a quelque part, les États, ils étaient complètement obligés, il y avait cette obligation. Dans le cas de cet avis consultatif qui suit en fait une demande de l'État de Palestine à l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2022, on est effectivement dans la même configuration qu'en 2004, c'est-à-dire qu'on se réjouit de l'avis qui a été donné par la Cour internationale de justice. Il va plus loin que l'avis de 2004. 2004 disait la colonisation est illégale, et là ils disent attention, l'occupation dans la mesure où en fait elle est là pour faciliter la colonisation et de dépouiller les Palestiniens de leurs droits, cette occupation elle-même devient illicite et donc il faut absolument qu'elle s'arrête. Mais derrière, il y a effectivement un certain nombre d'affirmations disant les États ne doivent pas faciliter, ne doivent rien faire pour faciliter, ils ont l'obligation de ne pas faciliter cette occupation, mais pour ce qui concerne des mesures à prendre, évidemment, dans un cadre comme celui-ci, la Cour internationale de justice
s'en remet à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité. Alors que dans le cas de ces ordonnances du 26 janvier, elle prenait des ordonnances impératives. Donc c'est un peu là qu'il y a une ambiguïté. Je rejoins Maître Gilles Devers sur le fait qu'il ne faut pas laisser faire. On a tous été extrêmement frustrés du fait que l'avis très fort de 2004 n'a été suivi d'aucun effet. Là, on est 20 ans après. Et effectivement, les États doivent se mobiliser, l'Assemblée générale des Nations unies et chacun des États et le Conseil de sécurité pour faire en sorte que cet avis soit suivi d'effet. Mais le travail est quand même devant nous par rapport à cet avis, alors que dans le cas des ordonnances prises le 26 janvier, là, c'était quelque chose en soi déjà impératif. Très bien. Il y a une question quand même qui nous taraude un peu, Maître Gilles Devers. Est-ce que cet avis aujourd'hui de la Cour internationale de justice inquiète ou pourrait inquiéter l'entité sioniste? Si on n'en fait rien, Israël ne sera pas inquiété. Si on se contente de se lamenter en disant la vie est difficile, on a les accords d'Oslo, il faut négocier, Israël peut être complètement tranquille. Si par contre on met en œuvre ce qu'il y a dans cette décision, encore une fois, de 80 pages, eh bien, ça va être d'une efficacité remarquable. Il est dit en toutes lettres qu'il ne doit pas y avoir d'activité commerciale avec les zones occupées et que les États doivent faire la distinction entre ce qui concerne Israël dans sa partie frontière de 1947 et le reste. Voilà, donc les États doivent le faire. Si les États ne le font pas, eh bien, on va les coller devant le Conseil d'État. On va mettre ça en œuvre et les entreprises qui sont impliquées, elles vont se retrouver au tribunal et le tribunal dira le droit il a été dit, j'ai plus à l'affirmer. Donc il y a une force tout à fait considérable dans cet arrêt si on veut bien s'en occuper et il faut évidemment se méfier d'un discours qui est toujours négatif sur la justice internationale, qui ne marche pas, qui est ceci, qui est cela, qui est une pure propagande des États-Unis, qui ne veulent un monde sans justice, qui veulent un monde qui vont diriger depuis le Congrès démocrate et avec leur financement bizarre, et qui ne veut pas entendre que la planète, c'est 190 États et 150 qui sont favorables à la cause palestinienne. Donc, au-delà même de la cause palestinienne, je dirais que la nécessité d'appliquer cet arrêt qui va permettre de mettre à genoux le pays, deux des pays les plus puissants du monde est un message pour tous les peuples opprimés et on verra la force du droit. Pour ce qui est de la force du droit, une dernière remarque, vous voyez bien la différence entre l'action politique internationale où tout est bloqué depuis 1949 par les vétos complètement abrupts des États-Unis sur toute question qui concerne Israël, veto, donc rien ne bouge, vous agissez en justice, il n'y a pas de veto, et Israël se trouve très sévèrement condamné. Justement, peut-être que vous dites parce que on croit plus peut-être aux résolutions et à la justice, parce que tout simplement, peut-être aussi par dépit, parce que trop de déception engendre justement une réaction dans ce sens, Maître Gilles Devers. Quelque part, oui, on a vu. Si on ne fait rien, attendez, il faut dire les choses clairement. Si après l'arrêt du mur, ça s'est poursuivi, qu'il ne s'est rien passé, c'est parce qu'il y a eu des décisions de la direction palestinienne de rien faire, parce qu'il fallait privilégier les accords d'Oslo, la négociation, et pas passer les États-Unis, parce que c'est eux qui font la paye des fonctionnaires. Donc ça, c'est pas le droit international qui est fatigué, c'est les dirigeants qui sont fatigants. Alors, dans ces cas-là, Monsieur Bertrand Liborne, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce qui pose problème par rapport à cette autorité palestinienne, c'est réellement les accords d'Oslo, finalement? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui croit à ces accords d'Oslo? Après 9 mois de génocide à Gaza? Écoutez, je pense que là, on est mobilisé vraiment, effectivement, à fond contre le génocide à Gaza. Je voulais quand même aussi, avant toute chose, c'était dire que derrière ces décisions qui sont consultatives de la Cour internationale de justice, il faut qu'on se mobilise. Par exemple, demain, nous avons une manifestation à Paris. Nous réclamons des sanctions contre Israël, et ce n'est que quand il y aura des sanctions qu'effectivement les choses vont bouger. Et donc ça, que ce soit par des moyens juridiques, par la judiciaire, que ce soit par la mobilisation, que ce soit en s'appuyant sur les décisions internationales, oui, il faut qu'il y ait des sanctions contre l'État d'Israël si on veut qu'il bouge. En ce qui concerne, en ce qui concerne les décisions prises par le peuple palestinien, moi je leur fais confiance et je pense qu'il est très important
on puisse effectivement, que le peuple palestinien retrouve la voie de son unité, retrouve la voie d'une organisation de libération de la Palestine aussi représentative que possible et qui effectivement fasse l'unité parmi les Palestiniens, que les grandes personnalités palestiniennes et tous les autres qui sont aujourd'hui prisonniers dans les prisons israéliennes soient libérés. Et effectivement, je pense qu'il faut qu'on fasse confiance au peuple palestinien dans son action politique et dans ce qu'il veut faire. Mais ça veut dire qu'on le soutient, et j'entends trop en ce moment des discours du type « Ah ben oui, mais la communauté internationale va s'en occuper à la place du peuple palestinien ». C'est inadmissible. Le peuple palestinien est un peuple qui sait s'organiser politiquement si on le laisse faire. Et aujourd'hui, on met ses dirigeants en prison et on lui dénie son droit à l'autodétermination. C'est là qu'il y a un véritable problème. Après, si vous voulez, je pense que ce que souhaite avant tout le peuple palestinien, s'il faut parler d'Oslo, je ne pense pas que je crois pas que beaucoup de monde croit encore aux accords d'Oslo. Ce que souhaite le peuple palestinien, c'est d'être restauré dans ses droits, et c'est que le régime d'apartheid qu'il subit, dans toutes ses composantes, parce que là, en fait, la Cour internationale de justice parle du territoire palestinien occupé, mais dans toutes ses composantes, que ce soit dans le territoire palestinien occupé, en Israël même, ou dans les camps de réfugiés en dehors, dans toutes ses composantes, le peuple palestinien subit ce régime d'apartheid. Et donc, je crois qu'il y a la première des volontés des Palestiniens, c'est de voir leurs droits reconnus et de voir ce régime d'apartheid se terminer. Je pense que c'est la première chose. Après, en termes de politique, je pense que l'important, c'est qu'il puisse s'organiser dans toutes ses composantes, refaire son unité, et à partir de là, effectivement, les Palestiniens savent autant faire de la politique que le peuple algérien ou le peuple français. Tout à fait. Et justement, Maître Gilles Devers, on va être contraint un petit peu, quitte peut-être à avoir cette apparence de se répéter, qu'il y a toujours un fossé entre le texte juridique lui-même et la pratique sur le terrain. Bien sûr, cette opinion, cet avis aujourd'hui de la Cour internationale de justice, et on le voit très positif, puisqu'il donne aussi le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, mais qui va pouvoir, si vous voulez, plutôt rétrécir ce fossé. C'est-à-dire qu'on voit des décisions qui sont très très positives, mais la difficulté, c'est toujours comment l'appliquer sur le terrain finalement. Comment la porter. On va le voir très rapidement, parce que vos téléspectateurs doivent savoir que la procédure des mandats d'arrêt a été bloquée par le Royaume-Uni, donc l'ancien gouvernement conservateur, et puis le nouveau gouvernement travailliste qui est dans la lignée. Donc c'est un gouvernement qui dit moi je vais reconnaître l'État de Palestine, mais ça c'est pour se faire élire, parce que dans la réalité il va déposer un mémoire devant la Cour pour dire que le peuple palestinien n'existe pas et qu'il n'a pas d'État de Palestine et qu'il n'a pas à accéder à la justice, et pour faire cela il se fonde sur les accords d'Oslo. Voilà, donc quand on parle des accords d'Oslo, on n'est pas d'un autre monde. Pour le moment, Netanyahou se protège des mandats d'arrêt en faisant plaider les accords d'Oslo par le Royaume-Uni. Voilà, ça c'est la réalité. Bon, et cette réalité fait qu'on aura une audience peut-être fin août, c'est difficile, je pense que ce sera plutôt début septembre. Donc pendant tout ce temps-là, il n'y a pas de mandat d'arrêt. Netanyahou recommence dans l'impunité grâce aux accords d'Oslo, et je crois qu'on avait de bons arguments, mais ils sont renforcés aujourd'hui vu que cette excellente décision de la Cour dit que l'existence des accords d'Oslo ne remet pas en cause la protection par le droit international et par la 4e Convention de Genève. Donc, il faut bien comprendre que la défense, vous dites la défense de Netanyahou, elle est uniquement sur la compétence et la recevabilité, parce que dès qu'on rentre sur les règles, ils sont nus. Et on va atteindre Netanyahou. Quand on atteindra Netanyahou, on atteindra l'État, parce que c'est exactement la même chose. Leur réaction ce soir, c'est de dire, mais le peuple juif ne peut pas être expulsé parce que c'est sa terre historique, mais il peut dire cela quand il fait ses meetings enflammés avec ses extrémistes, mais le droit international, il est exactement sens inverse, et cette fois-ci c'est par mon point de vue, parce que c'est ce qui a été jugé par la Cour. Donc la première épreuve du feu pour cet avis de la Cour va être dans notre débat devant la Cour pénale, en s'opposant à ce Royaume-Uni, complice des crimes, qui veut protéger Netanyahou avec les accords d'Oslo.
Oui, complice des crimes, et puis il ne faut pas oublier les accords de Balfour. À l'origine, c'était également la Grande-Bretagne. Donc, Bertrand Aliborne, justement, on se pose quand même la question aujourd'hui qu'il y ait eu cet avis qui a été jugé d'historique, qu'on parle d'un tournant décisif dans l'application du droit international. On va voir qui sont les pays qui vont peut-être respecter ce qui a été dit, à savoir que l'occupation est illégale, que le peuple palestinien a le droit à l'autodétermination, mais qui s'astreindra justement à respecter de ces pays qui aujourd'hui, on l'a vu 10 mois après le génocide contre Gaza, n'arrivent même pas à prendre une seule décision de cesser le feu. Je crois que là, on est devant... Je pense que l'enjeu de notre mobilisation, il est particulièrement important que les peuples se mobilisent, parce que effectivement, on est devant un blocage des Nations Unies. Le problème, c'est que effectivement, ces décisions, il devrait y avoir des sanctions contre Israël déjà qui puissent être décidées au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, et c'est toujours bloqué. Je veux dire, on n'a jamais vu un État violer à ce point le droit international et assurer d'une telle impunité. Cette question de la bataille des sanctions, de la bataille de l'impunité, elle est essentielle, parce qu'on voit quand même, moi très franchement, je suis comme vous, j'imagine beaucoup de vos auditeurs, dévastés tous les jours en voyant les nouvelles de Gaza. Jamais j'aurais imaginé que ça puisse durer, là on en est à quoi, 9 mois et demi, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, j'imagine mes amis de Gaza, je les connais, comment ils arrivent de manière admirable à continuer à s'organiser, mais c'est insupportable ce qu'on leur fait subir. Et il n'y a que l'impunité totale qui est assurée à l'État d'Israël qui lui permet de continuer comme ça. Et donc, franchement, nous, on est dans la bataille pour dire, bon, écoutez, les déclarations, c'est bien. Maintenant, effectivement, la Cour internationale de justice, déjà dans ses ordonnances du 26 janvier, a dit que vous devez tout faire pour empêcher ce génocide. Disons qu'elle a dit plus exactement, il y a un génocide en cours et la Convention sur le génocide dit il faut tout faire pour l'empêcher. Il y a en plus cet avis consultatif qui est pas directement lié à cette situation, mais qui est le bienvenu pour le renforcer. Il y a aussi effectivement cette possibilité de mandat d'arrêt, mais ça c'est une procédure très différente, c'est la Cour pénale internationale qui s'adresse à des individus que sont les dirigeants. Tout ça, ça doit nous être des points d'appui qui doivent nous permettre de vraiment pousser nos pouvoirs politiques à formuler des sanctions contre l'État d'Israël. On pense notamment en Europe à la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, qui est absolument essentiel, qui a été d'ailleurs le Parlement européen lui-même, juste avant la fin de cette mandature, a dit il faut aller regarder cet article 2 du respect du droit international et du droit humanitaire, qui est essentiel dans cet accord. C'est l'exemple de ce qu'il faut qu'on fasse pour effectivement en finir avec cette impunité. Et c'est là que effectivement les choses commenceront à bouger, commenceront à changer. Et dans le cas de la fin du régime d'apartheid en Afrique du Sud, c'est parce qu'il y avait un régime de sanctions, à la fois au niveau de l'ONU, au niveau de la société civile, au niveau des États, qui a effectivement fonctionné, qui a permis que la justice soit rétablie dans ce pays. Justement, la dernière question on ne peut pas s'empêcher de ne pas la poser. Au fait, Maître Gilles Devers, si ces instructions ou cet avis de la Cour de justice aujourd'hui, qui est considéré quand même comme quelque chose de très positif en faveur de la question palestinienne, restait lettre morte parce que tout simplement, elles ne sont pas suivies de fait, qui aurait la première responsabilité de porter justement je ne dirais pas des ordonnances, mais ces avis pour que la démarche soit visible? Écoutez, il n'y a pas moi je réponds, je ne suis pas un homme politique, donc je réponds sur le plan de la... Je suis pas encore, mais je suis pas pressé d'être un homme politique. Je pense sur le plan juridique. Sur le plan juridique, c'est une obligation pour tout le monde. Donc, il y a des États qui ont des politiques propres vis-à-vis d'Israël. Il faut qu'ils le fassent savoir et qu'ils amplifient. L'Algérie peut dire ce soir, j'ai aujourd'hui une décision de justice qui donne raison à notre diplomatie depuis 40 ans, et on attend maintenant que les États rejoignent le point de vue algérien. Il faut dire des choses comme cela. Il faut quand même voir qu'en France, la semaine dernière,
manière, vous dites Israël apartheid, vous pouvez être accusé d'antisémitisme. Maintenant, c'est qui a été jugé par la Cour. Donc, ça doit pousser absolument de tous les côtés. Et je vois pas un État dans le monde qui peut dire ça ne me concerne pas. Voilà, donc c'est une obligation pour tous. Évidemment, il y a un gros problème, c'est le fruit véreux que les États-Unis, qui, je rappelle, financent toujours Israël avec 4 milliards d'armements désignés par Obama, prix Nobel de la paix. Donc là-bas, il y a la confusion de tout et tout est mélangé, mais on n'est pas obligé de les suivre. Et en tout cas, les peuples européens, le peuple français pour ce qui le concerne, eh bien, il va, je doute pas, je vois comment sont les réseaux militants, ils vont tout à fait se mobiliser et maintenant ils ont un guide pratique pour aller attaquer les tribunaux et mettre un genou à terre à Netanyahou en lui disant la direction de la sortie, c'est là-bas. Merci beaucoup, Maître Gilles Devers. Vous êtes très optimiste. En tous les cas, j'aime beaucoup votre façon de faire les choses, de dire les choses. Ça donne un petit peu comme ça du baume au cœur. Mais hélas, on sait très bien que cela ne cessera pas, la violence contre Gaza en tous les cas. Je rappelle que vous êtes donc Maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon, que vous êtes également en charge du dossier palestinien auprès de la Cour pénale internationale. Merci également à Bertrand Eliborn, ancien président de l'association France-Palestine Solidarité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouveaux numéros de l'Échiquier international. Au revoir.